La Télédicie reçoit ce soir un seul invité, un invité exceptionnel, c'est le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zoro. Avec lui, on reviendra évidemment sur ce qu'il faut entendre par renforcement des capacités, qui est concerné par le renforcement des capacités, à quelle enseigne est logée l'administration publique. Et il ne se passe pas une seule semaine en Côte d'Ivoire sans qu'on parle de renforcement des capacités. Est-ce que les résultats sont tangibles, appréciables? On en parle volontiers tout au long de cette émission. Pour le volet artistique sur la scène de la Télédicie, la T-Band, l'orchestre résident, sera encore une fois en attraction pour nous délivrer ce qu'il sait faire de mieux. La Télédicie, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dans la Télédicie, nous abordons donc des sujets qui vous concernent forcément. Et ce soir, on a choisi de braquer nos projecteurs sur un secrétariat d'État particulier. C'est celui dédié donc au renforcement des capacités. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir celui qui est justement en charge de conduire donc les destinées de ce département. Epiphane Zoro, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir Cheikh Ivan. Je sais qu'il y a un bi quelque part qu'on ne retrouve plus. Il est passé où? Bon, en réalité, à l'état civil, il n'y a jamais eu de bi. D'accord. Voilà, mon nom se décline Zoro Epiphane Balo. D'accord. Mais eu égard à mes origines Gouro, il est de tradition que le nom du père soit suivi d'un bi et ensuite le nom du fils. Absolument. Mon père, c'est Zoro. Donc, du point de vue de la tradition, c'est Zoro, Bi, Balo, Epiphane. D'accord. Mais ce bi a été omis à l'état civil. Je crois qu'il faut que on fasse une requête en adjonction de particules pour que le bi soit définitivement fixé à l'état civil. Au risque donc de susciter l'ire, la colère, le courroux de vos parents gourous. Voilà. En tout cas, merci de répondre à l'invitation de la Télédicie. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ça va, princesse? Très bien, merci, Cheikh. Alors, est-ce que les Ivoiriens savent ce que c'est que le renforcement des capacités? On va regarder ce qu'ils en pensent en 24 secondes. Et vous pourrez vous en faire une petite idée. Non, monsieur. Jamais entendu parler. Merci à vous. Non, je ne connais pas. Non, c'est ma première fois d'entendre ça. Bon, il faut dire que je n'ai jamais prêté attention, je n'en ai jamais entendu parler. Oh, excusez-moi, ça c'est une information, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Franchement. Franchement. Ça vous surprend, ça vous choque ou est-ce que vous y attendez? Oui, nous nous y attendons plus ou moins. C'est, disons, le sort de toutes les institutions qui ont une dimension transversale. D'accord. Nous avons une orientation transversale et nous touchons un certain nombre de secteurs, différents pans de la vie publique, de la vie nationale. Nous nous intéressons aux institutions publiques, nous nous intéressons au secteur privé, mais également à la société civile. D'accord. C'est une institution qui est relativement vieille. Les questions du renforcement de capacité ont été érigées en institution depuis 1999 en Côte d'Ivoire. Donc, disons, c'est une vieille institution qui fait un travail remarquable, qui a fait un travail remarquable par le passé, qui continue de le faire, mais du fait de sa transversalité, ces actions peuvent présenter comme diluées dans les interventions des différents ministères. D'accord. Et c'est pour donner davantage de visibilité et de poids donc, à la question du renforcement de capacité que le président de la République, le Premier ministre, ont bien voulu ériger la question du renforcement de capacité au rang d'institution gouvernementale. Qu'est-ce qu'il faut entendre par renforcement des capacités en quelques phrases? En quelques phrases. Je le disais tout à l'heure, c'est une vieille histoire, 99. Initiative de la Banque mondiale, expérience à l'échelle de 13 pays en Afrique. La question du développement met en phase des infrastructures. Il faut du hard, faire des routes, faire des ponts.
Mais à côté des routes, des ponts, des hôpitaux à construire, ça c'est du hard, il faut du soft. Il faut les capacités humaines, les capacités institutionnelles, les capacités organisationnelles pour qu'on puisse aboutir à un développement durable. Donc, à son origine, la thématique, le département renforcement des capacités était un sous-département du BNET. Le Bureau national d'études techniques. Le Bureau national d'études techniques et de développement, qui était la direction générale des grands travaux en son temps. Donc il y a l'aspect grands travaux, infrastructures du hard, et à côté, il y a les 3 pans du renforcement de capacité dont j'ai parlé tout à l'heure. Le pan réforme institutionnelle nécessaire, le volet organisationnel, la mise en place d'une organisation qu'il faut, une organisation efficace, et puis enfin, la question des capacités humaines. Donc ce sont ces 3 volets qui sont couverts par le renforcement des capacités. On espère pouvoir, le temps de cette émission, évoquer donc tous les volets, mais on va surtout se pencher sur le volet humain, sur les capacités humaines. Quelle note donneriez-vous justement aux capacités humaines de l'administration publique? On est logé à une bonne enseigne ou c'est plutôt quelque chose d'assez inquiétant? On ne peut pas dire que c'est inquiétant, eu égard aux différents progrès que la Côte d'Ivoire a réalisés depuis ces 10 dernières années. On ne peut pas dire que les capacités humaines sont inquiétantes. Nous avons les institutions de formation qu'il faut, que ce soit les formations initiales, les institutions universitaires, les institutions de formation des fonctionnaires et agents de l'État, l'ENA, Polytechnique. Au niveau statistique, nous avons l'NCA, qui sont des institutions cotées en Afrique et dans le monde. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Dans la pratique dans la pratique, nous sommes en train de conduire une étude. Le gouvernement a donné son accord il y a peu pour que le secrétariat d'État renforcement de capacité puisse conduire une étude qui nous permettra, de façon avec des éléments en possession qui nous permettra de nous situer sur l'état de nos capacités actuelles et les capacités dont nous avons besoin pour répondre aux différents challenges de développement. Et cette étude va être menée dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités. L'étude a démarré avec le soutien de l'Agence africaine au renforcement des capacités, la Fondation africaine en charge du renforcement des capacités, qui est une institution spécialisée de l'Union africaine et qui est chargée justement d'apporter une assistance technique aux différents pays africains en matière de renforcement de capacités. Elle va durer combien de temps, cette étude va durer combien de temps? L'étude a été ralentie malheureusement par la pandémie de la Covid-19. Elle était censée durer 6 mois et être achevée en juin 2020, en juin de cette année. Je la pose à dessein cette question parce qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, des études, il y en a des tonnes. Hein. À la limite, on se perdrait à vouloir les quantifier. On a le sentiment, malheureusement, qu'en termes d'implémentation, ça peine toujours à être lancé. C'est une mauvaise perception des choses? Nous sommes en train de... Les consultants sont recrutés, les experts sont recrutés, les différents formulaires administrés aux différentes administrations concernées par l'étude, le secteur privé concerné par l'étude, les acteurs de la société civile concernés par l'étude, tout est prêt, tout le dispositif est prêt. Les ateliers n'ont pas pu se tenir compte tenu des contraintes liées à la Covid, mais nous allons mettre en place la question des stratégies de télétravail, notamment pour que l'étude soit menée. C'est une étude, la stratégie nationale est vraiment attendue par les différents acteurs étatiques, y compris le gouvernement, le privé et la société civile. Et l'étude nous permettra justement d'avoir la stratégie nationale, le diagnostic qu'il faut, d'avoir une stratégie nationale et de mettre en place un programme de renforcement de capacité. Et en fait, ce n'est pas une étude qui vient s'inscrire parmi d'autres études dont vous avez parlé, qui démarrent, dont on ne voit pas l'aboutissement. Il faut noter que nous avons déjà un premier programme pays de renforcement de capacité qui a duré 5 ans, de 2013 jusqu'à 5 ans, ça nous a, jusqu'à 2018. Et ce programme pays de renforcement de capacité est à expiration.
Ce programme a réalisé des choses formidables. En termes de renforcement de capacité, il est à inspiration. Il faut un programme 2 pays de renforcement de capacité, programme numéro 2. Mais ce programme 2, il faut une stratégie qui accompagne ce programme. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'études pour constater simplement que les vendredis, par exemple, il faut éviter tout contact avec les services de l'administration publique parce qu'on sait que le personnel va à des funérailles à l'intérieur du pays? Nous sortons là de la question des capacités. Voilà. Nous sortons. Est-ce que ce n'est pas lié justement à cela? Nous sortons de la question des capacités. C'est certainement lié, mais l'étude, comme je vous ai dit, va nous permettre de situer la question, va nous permettre de dire est-ce que votre affirmation est avérée ou pas? Est avérée ou pas. L'étude va nous permettre de le dire. Et l'étude va, entre autres choses, également nous permettre de proposer des mesures de correction qu'il faut. D'accord. Qui est concerné par vos programmes et première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y a au préalable en fait une expression de besoin à laquelle vous répondez ou est-ce que vous anticipez plutôt comment ça fonctionne pour un peu bien comprendre? Concerné par nos programmes, il faut dire, premièrement, c'est l'administration publique. D'accord. L'administration publique. Et je le dis, dans le premier programme pays de renforcement de capacité PPRC, c'est l'administration publique. Et la plupart des réalisations dans ce secteur-là, c'est les bénéficiaires, c'est d'abord l'administration publique. D'accord. Il n'y a pas directement d'expression de... L'expression des besoins elle est formulée dans le cadre de programmes préétablis. Par qui? Par le gouvernement. Le gouvernement estime par exemple qu'au niveau du ministère, je dis n'importe quoi, oui. Au niveau du ministère des Mines, il faut par exemple tel type de formation. Enfin, comment ça fonctionne? Le programme est établi de façon participative. C'est en cela que je vous lisais tout à l'heure. Il y a eu un premier programme, pays de renforcement de capacité, qui s'est appuyé sur un diagnostic. Et lorsqu'on élabore un programme, c'est de façon participative. D'accord. Les bénéficiaires potentiels, l'administration publique, les organisations de la société civile, le secteur privé participent à l'élaboration du programme. Et l'exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est justement de façon participative, réfléchir avec les potentiels acteurs concernés, par les actions après, réfléchir, diagnostic dans chaque secteur, priorité dans chaque secteur, l'état des besoins dans chaque secteur qui nous permettent de faire politique de renforcement de capacité, stratégie de renforcement de capacité et après programme de renforcement de capacité. Donc il y a un volet participatif et une fois que nous avons, après ces différents dialogues avec ces différents pans, élaboré un programme, la mise en œuvre, évidemment, circonscrit dans le cadre des éléments de diagnostic qui ont été... Donc, il reste bien entendu que l'expression des besoins contenus dans le programme est faite de façon participative. D'accord. Dans le point 4 de vos attributions, je peux lire, je vous le lire assez rapidement et verbatim, promotion au sein du secteur public, du secteur privé, de la société civile, de la culture d'autocontrôle et de l'évaluation au travers d'instruments appropriés et d'indicateurs de performance systématisés. C'est quoi ces instruments? Déjà, en termes de... Ça va nous permettre de parler de quelques acquis pour que vous compreniez la question de l'autocontrôle, la culture de la performance, de la transparence. Aujourd'hui, auprès de certaines régies financières, les douanes, le budget, le trésor, il y a le principe de l'appel à candidature en vue de recrutement des premiers responsables, les directeurs généraux. C'est le fruit d'une étude menée par le secrétariat au renforcement des capacités. C'était à l'époque le secrétariat national au renforcement de capacités, donc c'est le fruit. On estimait que pour pouvoir nommer un certain niveau de responsabilité, il faut un appel à candidature. Il faut un appel à candidature, il faut un minimum de critères de transparence pour s'assurer que les premiers gestionnaires de ces programmes importants, de ces pans importants de la vie de l'État, de la vie publique, obéissent, remplissent un certain nombre de critères. Donc ça, par exemple, le secrétariat national au renforcement de capacité a contribué, a participé à l'étude préalable à cela.
Il y a également tout l'appui que le secrétaire d'État au renforcement de capacité apporte à des institutions de contrôle de l'action gouvernementale comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous travaillons avec les commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, puisque le Sénat il est tout récent, mais nous avons un programme avec cette institution qui a un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous renforçons les capacités de ces institutions-là à pouvoir mieux contrôler ce que fait le gouvernement au regard des lois, au regard des programmes gouvernementaux adoptés. Au niveau de la société civile, la question du contrôle citoyen fait partie de nos priorités pour 2020. Outiller les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la citoyenneté, les outiller, renforcer leurs capacités, afin qu'on mette le citoyen ivoirien dans la position d'apporter un regard critique sur les actions menées par le gouvernement, qu'il s'agisse des actions en matière d'infrastructure, des constructions d'hôpitaux, en matière d'écoles. Le citoyen a son mot à dire en démocratie et les outils que nous allons justement donner à ces organisations de contrôle leur permettra d'être plus outillés, plus professionnels et d'avoir des propositions pertinentes à l'endroit du gouvernement. Alors, tout changement, évidemment, suscite de la réticence, parfois de la résistance même. Absolument. Pour ne même pas parler de combat. Justement, dans vos rapports, vu que c'est un secrétariat d'État qui a une vocation transversale, dans vos rapports avec les ministères, notamment en termes de management des ressources humaines, est-ce que par moment, il n'y a pas d'entrechoc entre vos compétences et celles justement des différents ministères concernés? J'imagine que vous voulez implémenter un modèle de gestion, si on peut le dire ainsi. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au niveau des ministères, honnêtement? Difficultés, nous parlerons plutôt de défis. Il y a une collaboration. La collaboration parce que vous prenez la transparence. Les attributions au niveau de chaque membre du gouvernement, de chaque département ministériel, c'est bien connu. C'est cela. Le rôle du secrétariat d'État au renforcement de capacité, c'est d'assurer une coordination. Et nous sommes en train de mettre en place un comité interministériel et interinstitutionnel de coordination des actions en matière de renforcement de capacité pour avoir un cadre cohérent d'action et d'intervention. Autrement dit, le secrétariat d'État au renforcement de capacité a des points focaux dans chacun des ministères. Et nous agissons au profit des ministères à travers ces points focaux. C'est avec l'appui de ces points focaux que nous avons pu atteindre des résultats aujourd'hui, des résultats qui sont tangibles. Je pense par exemple au référentiel des emplois et compétences. Nous avons estimé que les emplois doivent être bien définis, les corps d'emploi, les profils de métier doivent être bien définis dans chacun des ministères pour assurer la performance, pour assurer l'efficacité et l'efficience et pour faire en sorte qu'aucun des acteurs de l'administration publique ne se sente irremplaçable. Parce qu'il nous est arrivé que lorsque un agent quitte son poste, il part avec toutes ses connaissances et celui qui vient a l'impression de repartir à zéro. Avec cette impression de perpétuel recommencement. Donc, le répertoire des emplois et compétences permet de donner à chaque département ministériel l'outil qu'il faut pour qu'on s'assure que chacun est à son poste et chaque poste est occupé par le profil indiqué. D'accord. Nous avons réalisé un projet pilote avec quelques 3-4 ministères et avec l'aide des bailleurs, des partenaires au développement, nous allons nous inscrire dans une phase de développement. Pour vous dire que la collaboration, les missions des uns et des autres sont bien comprises. Tout va et bien. La collaboration se passe Très très bien. Il faut renforcer donc cette belle synergie à travers la mise en place du comité interministériel en charge du renforcement des capacités. D'accord. Vous avez sélectionné 8 collectivités territoriales. Sur quels critères vous êtes-vous basé? Il y a eu plusieurs critères de sélection de ces
collectivités territoriales. Bon, peut-être qu'il faut déjà qu'on se dise pourquoi les collectivités territoriales en matière de renforcement de capacité. Le constat que nous avons fait, c'est que les collectivités territoriales, disons, sont plus ou moins les parents pauvres des politiques nationales en matière de renforcement des capacités, alors que les collectivités, c'est quand même le cœur du développement. Le développement, il est local. Les populations doivent le sentir, le développement, les populations à la base. La plupart des États développés sont des États fortement décentralisés et qui donnent suffisamment de place aux collectivités territoriales. Ce qui n'est pas le Donc, cas. c'est ce qui nous a amené à réaliser une étude sur l'intervention des collectivités territoriales en matière de développement à partir des modèles. L'un des modèles dont nous nous sommes notamment inspirés, c'est le modèle coréen qui doit aujourd'hui son développement intégral à l'action auprès des collectivités territoriales. Donc, il y a eu des critères d'ordre économique, l'état de pauvreté. Il y a eu des critères d'ordre géographique, faire en sorte que l'étude touche les différentes zones de la Côte d'Ivoire, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Et donc, c'est l'ensemble de ces critères combinés qui nous ont amenés. Et également, il y a les contraintes financières, il faut le dire. Les contraintes financières, on aurait pu faire un échantillonnage beaucoup plus important, mais ces critères que j'ai indiqués, ajoutés aux contraintes financières, nous ont amenés à commencer notre étude à travers 8 collectivités territoriales pour étudier avec elles quelles sont les capacités dont nos collectivités territoriales ont aujourd'hui besoin pour atteindre, pour participer aux objectifs de développement assignés par les différents plans nationaux de développement que dont la Côte d'Ivoire se dote. Donc, comment avez-vous déterminé le temps qu'il vous faut justement pour faire un diagnostic? Vos différents diagnostics, combien de temps il vous faut? Parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de politique. Non, oui. Je reviens. Allez-y. Stratégie nationale de renforcement de capacité qui va aboutir à un programme de renforcement de capacité et qui comprendra un élément de diagnostic. Le calendrier initial, c'est janvier à juin 2020. Okay. De sorte que, juste après, nous puissions élaborer un deuxième programme pays de renforcement des capacités qui est très attendu par les acteurs nationaux. Qui serait sur quelle période? Le programme pays de renforcement de capacité va s'étendre sur 5 ans pour pouvoir coïncider avec le nouveau plan national de développement qui est également d'une durée de 5 ans. D'accord. Et quelles sont les difficultés récurrentes que vous trouvez à travers les différentes administrations, justement? L'une des difficultés... Tout à l'heure, vous disiez que tout va bien, mais il y a peut-être des difficultés. Non, les difficultés, pas en termes de... Évidemment, en termes de collaboration, j'ai dit que nous intervenions à travers nos points focaux. Évidemment, les incompréhensions des missions des uns et des autres, c'est presque, ça va dans l'ordre normal des choses. Vous revoyez les fiches de poste? Pardon? Quand vous dites les missions, c'est-à-dire? Non, les missions des uns et des autres, je parle des missions des départements ministériels. Okay. Voilà, les missions des départements ministériels, j'ai dit que c'est la difficulté que nous avons, c'est le rôle transversal qui est propre à notre mission. Et pour ça, il faut beaucoup de dialogue. Il faut beaucoup de concertation, il faut beaucoup d'interaction. Et l'un des éléments de ce dialogue, de cette interaction-là, c'est les points focaux que nous avons dans les ministères. Ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Nous le savons. Ce n'est pas assez. Pour renforcer la synergie, nous sommes en train de mettre en place un comité interministériel. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement d'amélioration qu'il y a eu? Je vous ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de programmes que nous avons mis en place. Je vais dire, quand je dis nous avons mis en place, c'est bien entendu en accord, en association avec les structures bénéficiaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'institution et de la conduite de l'appel à candidature pour le recrutement d'un certain nombre d'acteurs des régies financières.
Je peux vous parler de la réforme du secteur de la presse, de la communication audiovisuelle, les différents projets de loi en matière de lutte contre la corruption, la mise en place de la haute autorité à la bonne gouvernance, les différents programmes, le programme d'appui à la gouvernance et au renforcement de capacité, qui est un programme que nous avons conduit avec l'appui du PNUD et qui a permis, après les élections, après les crises post-électorales, de favoriser le déploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire. L'étude qui nous a permis après de mettre en place le centre d'éducation à distance, qui est aujourd'hui logé à l'ENA, mais qui cherche à prendre son indépendance par rapport à cette institution ENA. Je vous cite la mise en place du répertoire des emplois et compétences. Ce sont des actions, des résultats concrets qui permettent de renforcer, disons, la performance de nos administrations. Alors, quelles sont les clés, justement, pour qu'une administration soit au maximum de ses capacités institutionnelles et opérationnelles? Déjà, nous avons l'adaptation du corpus législatif des lois. Nous l'avons vu avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19, avec toutes les réformes qui sont mises en place pour donner les moyens institutionnels, les moyens légaux à l'État d'intervenir. La logique du développement, c'est la même chose. Donc nous veillons à ce que le corpus législatif réglementaire soit adapté aux enjeux de développement. Donc il faut bien une adéquation entre les textes de loi, les textes réglementaires et les objectifs de développement. C'est également à ça que nous travaillons et c'est en cela que vous avons parlé. Si la priorité, c'est d'assurer la transparence, il faut bien adapter les textes relatifs à la corruption. D'accord. Il faut bien mettre en place les organes qu'il faut. Si la priorité, c'est de faire en sorte que l'accès aux informations d'intérêt public soit mieux connu parce qu'on veut renforcer la démocratie, il faut accompagner l'État à mettre en place l'organe qu'il faut. Et nous avons aidé à la mise en place du KIDP pour assurer l'accès aux informations publiques. Donc, il y a le volet texte de loi, qui doivent être des textes adaptés. Il y a également le volet administration. C'est en cela que nous avons parlé tout à l'heure de la mise en place des répertoires des emplois et compétences. On ne peut pas naviguer à vue. N'importe qui ne peut pas occuper n'importe quelle fonction au sein de l'administration publique. Donc, c'est en cela que la priorité pour nous, c'est que chacun des ministères soit doté d'un répertoire des emplois et compétences. Et puis, bien entendu, il y a le volet le plus connu de renforcement des capacités, qui est le volet, j'allais dire, formation, ressources humaines. Et sur cet axe-là, nous pouvons parler des curricula de l'École nationale d'administration. Sont-ils adaptés? Bien sûr. Sont-ils adaptés? Sont-ils pas adaptés? Nous travaillons là-dessus depuis 2 ans. L'étude nous dira si c'est adapté ou pas? Nous sommes au-delà de l'étude. D'accord. Nous avons appuyé l'École nationale d'administration à élaborer de nouveaux curricula et nous sommes en phase de l'élaboration, l'accompagnement de l'École nationale d'administration à élaborer des modules adaptés, actualisés, adaptés donc aux enjeux de développement. On va marquer une pause, une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges avec Epiphane Zoro, secrétaire d'État au renforcement des capacités de Côte d'Ivoire.
Télévivé, le renforcement des capacités ce soir dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Epiphane Zoro, secrétaire d'État au renforcement des capacités. On marque une courte pause pour parler de ce qui constitue ici l'actualité majeure. C'est évidemment ce vol unique de rapatriement organisé par l'État de Côte d'Ivoire via l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc l'ambassade de Côte d'Ivoire qui organise donc demain, mardi, un vol unique de rapatriement en Côte d'Ivoire. Départ prévu à 21h15 à partir de l'aéroport Newark Liberty International Airport. Ce vol est uniquement réservé, il faut le préciser, donc aux ressortissants ivoiriens et aux résidents permanents en Côte d'Ivoire. Les personnes concernées sont naturellement invitées à se faire enrôler sur la liste ouverte par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Ce rapatriement s'inscrit, il faut le rappeler encore une fois, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte contre la pandémie Covid-19. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité d'ici. Alors, retour à nos questions de renforcement des capacités princesse. Alors, juste une question, quels sont les problèmes de fonctionnement que vous avez pu recenser jusque-là? Comme je vous l'avais indiqué, l'un des problèmes de fonctionnement, le problème majeur de fonctionnement sur lesquels nous travaillons, c'est la question de l'adéquation des profils avec les emplois occupés. Et cela, donc, dans le cadre de la mise en place, comme solution à cela, c'est la mise en place du répertoire des emplois et compétences. L'autre problème également, c'est, nous l'avons dit tout à l'heure, la révision de l'ensemble des curricula au niveau des écoles nationales d'administration. L'un des chantiers, les différents chantiers assez importants sur lesquels nous travaillons, concerne la chaîne des dépenses. D'accord. La question des capacités des différents acteurs des chaînes de dépenses. Et donc, dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services, les différents acteurs des chaînes de dépenses, notamment au niveau du ministère de l'économie et des finances et du ministère des budgets, vont bénéficier de renforcement des capacités de l'ensemble des ressources humaines qui sont donc sur... Qu'est-ce qu'il faut comprendre par chaîne de dépenses? La chaîne de dépenses, c'est tous ceux qui entrent en ligne de compte, tous les acteurs qui entrent en ligne de compte dans la mise en œuvre des dépenses publiques. D'accord. Dépenses de l'argent de l'État. Donc l'objectif, in fine, c'est vraiment c'est aussi de contrôler, de mieux gérer l'argent de l'État et de... C'est déjà, oui, évidemment, quand tu es formé, tu gères mieux. Voilà. D'accord. Donc il y a effectivement cette question de meilleure gestion à travers le renforcement des capacités des acteurs des chaînes de dépenses. Mais vous faites bien, en dehors des acteurs, l'une des clés également, si on veut le développement, il faut renforcer la transparence. Il y a des organes, des acteurs de contrôle de cette chaîne de dépenses. Nous pensons notamment à la Cour des comptes. C'est cela. Il doit contrôler. Et ceux-là également, il faut les former, il faut renforcer leurs capacités. Et ça fait partie des axes sur lesquels nous travaillons. Donc, le renforcement des capacités des corps de contrôle des finances publiques. Donc, il y a la Cour des comptes, mais nous avons parlé du Sénat, de l'Assemblée nationale. D'accord. Renforcement des capacités également des acteurs de la société civile pour le suivi indépendant. Parce qu'on estime que Cour des comptes, Assemblée nationale, ça peut être des institutions plus ou moins politiques. Enfin, quand je pense notamment à l'Assemblée nationale, il y a un suivi public qui est fait. Il y a un suivi public qui est fait, un contrôle public qui est fait par la Cour des comptes. Mais nous sommes dans un système de renforcement de la démocratie. Nous sommes dans un système où le gouvernement ivoirien et les acteurs de développement, les institutions qui accompagnent le développement de la Côte d'Ivoire estiment, avec nous, en accord avec nous, qu'il faut donner de la voix, davantage de voix aux acteurs de la société civile. Donc, l'un des programmes en cours pour cette année, c'est le renforcement des capacités de la société civile dans le suivi indépendant de la délivrance des services, éducation, infrastructure économique, inclusion financière et transparence budgétaire. D'accord. Alors, il y a un concept qui est fondamental dans votre domaine, c'est la notion de compétences actionnées. Il faut les personnes qu'il faut, aux fonctions qu'il faut. Absolument. Est-ce le cas en ce moment, honnêtement? Il y a des réformes à faire. Il y a des efforts à faire. Et c'est parce que ce n'est pas le cas, de façon
la situation n'est pas tout à fait généralisée. On hérite d'une administration relativement vieille. Il a pu y avoir par moments des relâchements. Il a pu y avoir par moments des pratiques dont on a hérité avec le temps, des pratiques qui peuvent être des pratiques contraires à la loi, contraires aux règles de gestion optimum, qui se sont, entre guillemets, normalisées au sein de l'administration. C'est au regard de ce diagnostic qu'il nous a paru important de mettre en place ce répertoire des emplois et compétences, de sorte que les actions de formation tiennent compte des éléments figurant dans le répertoire et des profils bien définis, et de sorte qu'après, que ce soit en termes de formation initiale et de formation continue, nous ayons un outil de référence qui sont les répertoires des emplois. Alors, dans la notion de transversalité de vos fonctions, de votre portefeuille, est-ce que vous intervenez aussi dans ce vaste programme dit gouvernement ou e-gouvernance? Vous intervenez aussi à ce niveau? Oui, dans le cadre de la transversalité, nous avons un ministère en charge de l'économie numérique qui est au cœur. Mais bien entendu, les produits développés par le ministère en charge de l'économie numérique nous bénéficient et bénéficient à l'ensemble des structures qui font partie de notre écosystème de formation, de renforcement de capacité. Je pense notamment au centre d'éducation à distance, qui, avant le lancement de ce programme e-gouvernance, faisait de toutes les façons déjà de la formation à distance pour pouvoir optimiser le choix des experts qui interviennent. On a quelquefois des experts qui peuvent intervenir depuis le Canada, depuis la France, depuis les États-Unis et délivrer des formations, délivrer des actions de renforcement de capacité à différentes chaînes de notre société, publique, privée, société civile. Je la pose à dessein cette question parce qu'il y a encore des directeurs généraux de ministères qui utilisent leur adresse e-mail personnelle. Bon, je ne sais pas si c'est normal. Bon. Justement, quelles sont les institutions qui demandent un peu plus de réformes dans leur fonctionnement? L'une des institutions, en termes de réforme, nous avons tous besoin de réformes pour nous adapter. Parce que les réformes, l'adaptation, c'est continu parce que le monde évolue. Le monde évolue. Nous avons un ministère, comme je vous l'ai dit, un ministère comme celui de la fonction publique, qui est au cœur de notre administration. Et c'est important que ce ministère accélère sa modernisation à travers les outils mis à sa disposition, à travers les outils que nous contribuons à mettre à sa disposition. Il y a la question des statisticiens. Voilà. C'est également l'une des choses sur lesquelles l'étude que... Je ne vais pas anticiper sur les conclusions de l'étude que nous sommes en train de mener pour aboutir donc à l'élaboration de la stratégie nationale, mais c'est la fiabilité de nos chiffres. Vous savez, le développement, c'est également la maîtrise des chiffres, la maîtrise de l'information, la maîtrise des statistiques. Et ça, il faut admettre que sur ce point, nous avons beaucoup d'institutions qui sont assez faibles sur la maîtrise des chiffres. Vous verrez que ces dernières années, tous les ministères ont une direction en charge de la planification des statistiques. Il faut renforcer cela, de sorte que les chiffres que nous pouvons fournir aux différentes agences de notation reflètent la réalité de l'effort qui sont fournis au quotidien. Donc effectivement, les statisticiens dans les différents ministères et l'utilisation des statistiques, la production des statistiques par chaque ministère reste un défi important qui pourrait nous permettre de mesurer objectivement où est-ce que nous en sommes dans notre échelle de développement. On peut faire des choses super intéressantes, mais quand il n'y a pas de données chiffrées et vérifiables, quand nous ne sommes pas capables de produire des données chiffrées et vérifiables, c'est assez difficile. Quand nous pouvons avoir dans l'autre sens des insuffisances, mais tout cela, c'est les données chiffrées et vérifiables qui nous permettent de pouvoir ajuster les actions de développement. Donc, la question des statistiques est une question clé. D'accord, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est la décentralisation. Et vous l'avez dit, vous vous inspirez beaucoup du modèle coréen. Pourquoi on peine justement à mettre cela en place en Côte d'Ivoire depuis toutes ces années, la décentralisation? Quel est le problème? Il faut des efforts, il faut beaucoup d'efforts de part et d'autre. Et nous estimons que
la question de la décentralisation va de pair avec la question de la capacité des acteurs locaux de décentralisation, en charge de la décentralisation, de leur capacité à assumer la responsabilité qui est la leur. L'un des gaps, des déficits que nous avons une école qui forme des acteurs de l'administration publique. L'administration concentrée, centralisée. L'école d'administration, l'école des douanes, de police et tout ça, qui forment différents acteurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'on forme les acteurs de la décentralisation? C'est une grosse réflexion au niveau du ministère en charge de l'administration territoriale. C'est intéressant ce que vous dites parce que, évidemment, beaucoup de fois en campagne, notamment pour les municipales et régionales, vous avez des candidats qui promettent beaucoup de choses, mais qui ignorent totalement le fonctionnement en fait, d'une mairie ou d'une collectivité territoriale. Et quand ils arrivent aux affaires, ils réalisent que les choses, finalement, ne sont pas du tout ce qu'ils promettaient de faire. Oui, il y a les acteurs politiques, Oui. et puis il y a toute l'administration, tout le personnel qui doit accompagner. Où est-ce qu'on forme aujourd'hui ces personnels? Nulle part. D'accord. Nulle part. Il n'y a pas d'école de formation des acteurs de l'administration territoriale. Donc c'est une question qui est en cours, c'est une préoccupation. Les discussions sont en cours pour que nous ayons un cadre de formation des acteurs de l'administration territoriale pour pouvoir leur permettre d'assumer leurs responsabilités et pour pouvoir faire en sorte, nous pensons que c'est une fois que ce maillon il est comblé et que les acteurs de l'administration territoriale ont leur propre structure de formation pour une compréhension très nette des enjeux de leurs responsabilités en tant que porteurs du développement, que la question du transfert effectif de toutes les compétences dévolues aux collectivités territoriales pourrait se faire. Est-ce que la question de la structure des salaires n'est pas aussi un frein, sinon un facteur de démotivation de certains agents de la fonction publique? On reçoit dans cette émission beaucoup de corporations. On a reçu notamment les sages-femmes, les infirmiers et tout, qui sont en des classements d'indices de salaire qui ne sont plus adaptés. Par exemple, est-ce que ces questions-là, vous les adressez aussi? Nous ne pouvons pas nous aller dans le fond du sujet parce que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre responsabilité. Mais de façon générale, nous pouvons dire que le niveau des salaires de nos agents, de nos fonctionnaires sont relativement importants, sont relativement adaptés. La question de la démotivation, elle doit se retrouver ailleurs, pas seulement dans... Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de rémunération. Ah bon? Et votre question pourrait nous amener à rebondir sur un pan important de notre plan de travail 2020, qui est celui de la construction d'un leadership transformateur. Leadership transformateur qui est lié au concept de l'ivoirien nouveau, la vision du président. Je suis démotivé parce que je ne suis pas assez payé, ou je suis motivé parce que j'aime mon pays, je veux que mon pays aille de l'avant. Je suis prêt à m'engager pour mon pays. Dans une des récentes études, c'est l'étude 2019 de la Fondation africaine en charge du renforcement de capacité, a estimé que l'un des enjeux des pays africains en matière de développement, ce n'est pas tant la formation, la compétence technique, ce n'est pas tant les fonds, les points importants qu'on met dans les actions, dans les infrastructures, mais c'est d'abord une question de leadership transformateur, où chaque pan se sent redevable, chaque pan de la société, chaque acteur se sent porteur de cette transformation nécessaire. Et pour cela, il y a tout l'élément, tout le volet amour de sa patrie, tout le volet sens de la responsabilité, de la redevabilité. Il y a là tout le sens du sens de l'innovation. Je vous le disais tout à l'heure, l'un des modèles, lorsque nous avons été nommés à cette responsabilité, nous avons pris contact avec un certain nombre de représentations diplomatiques et d'ambassades, et nous avons vu ensemble les chiffres, y compris les chiffres en termes de salaire, en termes de rémunération. Un pays comme la Corée nous disait, en termes de rémunération, au début de l'indépendance,
En termes de fonds publics, de volume d'investissement depuis l'indépendance, vous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'avait rien à envier à la Corée. Vous aviez plus de moyens, vos fonctionnaires étaient les mieux payés, mais ce qui a fait la différence entre vous et nous, c'est cet esprit combatif, ce patriotisme, ce sens de l'intérêt général qui ne doit pas du tout être confondu, être parasité par les intérêts individuels, les intérêts particuliers, le désir d'enrichissement. C'est en cela que nous avons obtenu du gouvernement de pouvoir travailler sur un volet important de renforcement de capacité, qui est le leadership transformateur, où chaque élément se sent responsable. Qu'il s'agisse des acteurs de l'administration publique, comme du président de quartier, du chef de village, qui se sent responsable du développement, du destin collectif. Il va falloir donc renforcer les capacités de tous les citoyens, pas que l'administration publique. Princesse ? Ah oui, absolument. Alors, en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut vous aider? Et est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place? Je sais qu'on y a touché un petit peu tout à l'heure. Oui, nous en avons touché. Après, il faut tenir compte des priorités que nous nous sommes fixées dans des délais bien donnés. Nous avons dit pour l'exercice 2020, il y a toute la chaîne de contrôle citoyen, de formation des organisations de la société civile à mieux faire leur travail de suivi indépendant dans la délivrance des services. On peut dénoncer. Qu'est-ce qu'on dénonce? À partir de quoi est-ce que nous dénonçons? On peut dire, l'école va mal. Quel est notre critère de référence? Je parle de la société civile. En général. On peut dire, la justice ne va pas bien. On l'entend souvent. Mais quelle est la norme d'appréciation de ce qui ne va pas bien? Quel est notre critère de référence? Nous pensons que pour que la société civile joue correctement son travail et puisse émettre des avis de façon éclairée et en connaissance de cause, il faut lui donner les outils qu'il faut, les outils d'analyse qu'il faut, les outils de référence qu'il faut. C'est en s'engageant dans l'utilisation de ces outils que la société civile peut avoir une participation constructive, objective, et c'est en cela que la société civile peut aider au développement. D'accord, parfait. Ben, écoutez, on va aider à faire avancer les échanges. Marquons une pause. On va souffler quelque peu. On se retrouve dans quelques secondes. Vous faites toujours très bien de nous suivre dans la télé d'ici, votre talk show, votre infotainment, qui est en fait un mot valise qui désigne information d'un côté, information, et entertainment, divertissement de l'autre côté. Autrement dit, on est sérieux, mais on est légèrement sérieux. Dans cette émission, il y a ce qu'on appelle aussi le kiff du web. Princesse, c'est quoi le kiff ce soir? J'ai vu Didier Piment, Petit Piment quelque part, je sais pas. Exactement, on a parlé de plein de choses sérieuses. Vous nous avez expliqué tout sur votre domaine. On va parler de quelque chose qui n'a complètement rien à voir, mais on reste dans la tendance Covid. La tendance Covid, d'accord, ok. Donc on va écouter ce petit chant de sensibilisation de DJ Petit Piment. D'accord. DJ Petit Piment, j'espère que dans cette période un peu particulière marquée par le coronavirus, vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé. Je suis ici parce que j'ai un message important à vous dire.
Je crus qu'il parlait dans une autre langue, en fait. Je n'entendais pas laver les mains, en fait. J'entendais laver la main, laver la main. Ben voilà, vous avez constaté la même chose que moi. Didier Petit-Piment, qui est un amoureux de la Côte d'Ivoire et qui, on s'en souvient, avait fait donc une petite escale en Côte d'Ivoire et produit avec notamment Baby Philippe un titre. Sans tradition aucune, dans cette émission, il y a une famille un peu spéciale. C'est la famille Tonkpi, donc direction le Far West de la Côte d'Ivoire, avec en casting principal Yves Dero. Ce soir, ça parle de demi-demi. Je ne sais pas ce que c'est, je découvre en même temps que vous. Passe on voit mon vin là. J'arrive, tonton. Ça c'est quoi ça? Bissap. Envoie mon vin, tu m'envoies Bissap. Viens faire quoi Bissap? Tante n'est plus prendre vin dans cette maison. Qu'est-ce que t'as dit, c'est ta là? Envoie mon vin là-bas. Vin est fini, tonton. Tiens. Prends-moi un demi-vin là. Fais vite avant qu'elle vienne. Fais vite. Envoie le vin, tu dis. Donc, guaguassou, ça avec viande de boule, ça c'est du vin. Et attends ça avant de manger. Ça, du vin. La chaleur, là. Pas d'ailleurs, va sortir le bissap là. J'ai tellement chaud. Attends, je te sers. Le bissap là, bon, hein? Ah, tu penses à où? D'accord, chez la dame à l'entrée du quartier. Ouh, ça la faut que tu prennes au moins 10 bouteilles pour moi. Plus de vin dans cette maison, plus de vin. Tonton, le monsieur là, il n'y a pas de demi-vin. C'est un vin seulement. Qui boit vin ici? Il ne sait pas qui boit vin. Je l'ai envoyé pour le bébé. Il dit, va prendre tonique, demi-tonique, tu dois prendre du vin. Ah, Bazaï. Va me chercher mon tonique. Non, oui, on vend demi. Maintenant, là, j'ai la petite bouteille de tonique, on met en demi. D'accord. Va me chercher du tonique là-bas. Tu veux faire quoi avec tonique là? Tu as déjà bissap ici. Non, je voulais mélanger, je voulais faire un cocktail. Ah, un cocktail, on dit ça passe bien le guaguassou. Ok, moi ici dans la chambre. D'accord, chérie. C'était Madame Tonkpi et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. Epiphane Zoro, si on devrait résumer votre fonction, vos attributions en français facile à l'endroit des Ivoiriens, ça donnerait quoi en 3 minutes? Mais, le renforcement des capacités, lorsqu'on parle de renforcement de capacité, il faut le comprendre sous 3 angles. Les lois. Quelles lois il faut pour encadrer tout ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons tous les jours, c'est encadré par les lois. Quelles sont les bonnes lois qu'il faut pour que la société aille bien, pour que la Côte d'Ivoire soit développée? Il faut des lois. Après, j'ai mon association, j'ai ma coopérative. La loi m'encadre. Mais comment j'organise mon association? C'est aussi le deuxième élément des capacités. Est-ce que les postes sont bien définis? Est-ce que les gens se parlent bien entre eux? Est-ce qu'on sait faire les PV de réunion? Est-ce qu'on fait... C'est ça, les capacités organisationnelles. Les lois, là, c'est la capacité institutionnelle. Après les capacités organisationnelles, est-ce qu'on sait faire les PV? Est-ce qu'on sait archiver les PV? Est-ce qu'on fait... C'est l'un des éléments des capacités. Et le troisième élément, lorsqu'on parle des capacités, c'est peut-être ça qui est le plus connu, c'est la formation. Oui, c'est vrai, on a désigné un président, on a désigné un vice-président, un trésorier, il y a un directeur général, mais est-ce qu'ils ont la formation qu'il faut pour occuper ces responsabilités? C'est en cela qu'on parle de... Donc, c'est l'ensemble des questions que nous gérons, mais en même temps, nous travaillons, le secrétariat d'État travaille en synergie avec les autres départements ministériels, avec les institutions non gouvernementales, comme la Cour des comptes, comme l'Assemblée nationale, le Sénat. Comme le Sénat. Nous travaillons également avec les organisations de la société civile qui veulent qu'il y ait de la transparence dans la gestion de la chose publique, on va dire en français facile, qui veulent voir clair dans les affaires de l'État, dans la gestion des finances publiques. Donc c'est un élément important. S'il y a des organisations de la société civile, nous avons un répertoire d'ONG qui sont dans ce secteur. Mais s'il y en a d'autres qui veulent entrer dans ce secteur, qui veulent comment mieux travailler pour surveiller la gestion des actions publiques, elles peuvent s'adresser donc à notre secrétariat. D'accord. Et l'un des derniers points, qui est un des programmes majeurs, c'est la promotion de l'Ivoirien nouveau à travers le leadership transformateur. L'un des premiers éléments de ce programme, c'est le manuel de leadership qui va sortir d'ici 1 mois. D'accord.
qui va, le manuel de leadership transformateur pour que chacun d'entre nous se sente responsable du destin collectif. Et je crois que la Covid-19 nous a donné de nous rendre compte que nous sommes tous interliés et que nous sommes tous, chacun à son niveau, responsables du destin collectif. Et la question de leadership transformateur va porter un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs de travail, les valeurs du sens de l'intérêt général. Lorsqu'on parle de valeurs de travail, on se dit, bon, quand quelqu'un a réussi dans son domaine, est-ce que c'est par la chance qu'il a réussi? Ou bien la réussite, le succès, peut être modélisé. Celui qui a réussi dans le domaine du foot, celui qui a réussi dans le domaine de l'agriculture, il a subi un certain nombre de cheminements pour arriver là où il est. Il faut juste copier ce cheminement. Si tu suis ces principes, toi aussi, tu vas réussir. Parfait. C'est cette vision-là que porte justement le projet de leadership transformateur. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. On marque une dernière pause. Juste derrière, on sera rejoint par la T-Band de l'orchestre résident pour le volet artistique de la télé d'ici sur NCI. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Epiphane Zoro, secrétaire d'État au renforcement des capacités, d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Princesse On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band au chant, Daphné Andy à la batterie, Vivien Kofi au piano, Kevin Kofi à la guitare solo, Geoffroy Kamata et Élisée. Aujourd'hui c'est Élisée, c'est ça? Élisée ou Enoch, je vois pas bien. Qui est là aujourd'hui là? Ah d'accord, c'est Élisée. Très bien, d'accord. L'orchestre résident qui nous offre ce soir 2 prestations live sur la scène de la télé d'ici. Le bon Dieu est une femme de Corneille. Si seulement elle pouvait me manquer, hein, c'est bien ça, je pouvais lui manquer, de Calogero, repris ce soir par Daphné et Andy. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même Adolphe souvent, avaient tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime. Quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime. Quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Une maîtresse qui espère alors, si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout. Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout. Si c'est vrai qu'elle dort aux ombres le jour. Mais moi je dis que le bon Dieu est une femme. Nos mères payent depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la bonne Adam. Elles portent les morts et les torts du monde tout leur vivant. Le ciel bénisse la femme qui aime encore, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être haï et aimer plus fort. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime.
qu'une maîtresse qui espère. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, oh si c'est vrai qu'elle donne nos hommes le jour, mais moi je dis que le bon Dieu est une femme. Si tout l'or du monde était dans la main d'une femme, on lui ferait la cour pour la voir. Imagine les hommes s'ils n'avaient qu'à chanter l'amour pour l'avoir. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, oh si c'est vrai qu'elle donne nos sommes le jour, mais moi je dis que le bon Dieu est une femme. Merci. Il suffirait simplement qu'il m'appelle, d'où vient ma vie, certainement pas du ciel. Lui raconter mon enfance, son absence tous les jours, comment briser ce silence qui l'entoure. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout cela fait mais ça. Aussi vrai je n'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais lui manquer. Je lui dirai simplement qu'à part ça, tout va bien. Qu'à part un père, je ne manque que de rien. Je vis dans un autre monde, je m'accroche chaque jour. Je briserai le silence qui m'entoure. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout cela fait mes armes. Aussi que je n'arrive pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais lui manquer. Je lui parle, j'apprends tout cela fait mes armes.
pouvais lui manquer. Je pouvais lui manquer. La T-Band, good job, merci de les applaudir.